Mes chers amis de Zitata, mes chers amis d'À Contretemps, d'abord je vous dis bonjour et je vous remercie d'être encore avec nous en dépit des festivités de cette période de carnaval qui attire vers d'autres choses que la réflexion, que l'écoute de sujets parfois difficiles. Mais en tous les cas, nous sommes quand même là, dans un format un peu différent, dans la mesure où certains d'entre nous seront absents pendant 2 semaines et qu'il fallait malgré tout occuper l'espace. Comme vous le savez, nous sommes membres de la société civile et malgré tout, nous avons pris la responsabilité auprès de Max Morance, que je profite de l'occasion pour le remercier, ainsi que toute l'équipe. Nous avons pris la responsabilité de vous informer, de vous faire réfléchir, d'essayer avec humilité, rassurez-vous, de vous instruire. Mais alors, que faire en cas d'absence? Que faire pour continuer à vivre? Ou bien que faire pour continuer à respecter les obligations de nos métiers? Parce que par ailleurs, nous sommes des professionnels de la société civile. Alors, nous avons préparé, nous avons trouvé un subterfuge, mais qui, je pense, est efficace. Nous avons préparé des sujets atemporels qui n'interpellent pas l'actualité. Et nous vous proposons, donc, ce n'est pas un best-of, ce sont si vous voulez, ce sont des plats spécialement préparés et conservés pour votre plaisir, pour votre instruction et puis pour vous faire réfléchir. Je souhaite que vous allez faire bon accueil pour ces 2 émissions qui vont se succéder les jours à venir. À bientôt. Alors, en Guadeloupe, 2025 rime avec l'année Rémi Nesouta. C'est la raison pour laquelle l'un d'entre vous, Daniel, va nous parler de ce personnage extraordinaire qui était Rémi Nesouta. Oui. Alors déjà, il faut savoir que le Conseil régional de Guadeloupe a pris comme, je dirais, comme à bonne habitude, chaque année de dédier à quelqu'un. C'est une année. Donc cette année, c'est Rémi Nesouta, mais il y a eu l'année Maryse Condé, il y a eu l'année Gerty Archimède. Et donc ça permet de faire le focus sur un personnage c'est une façon d'honorer les personnalités de l'histoire commune, parce que Rémi Nesouta est né au 19e siècle, il est né en 1883. Et il est mort en 1969. Alors, c'est quelqu'un qui a eu une formation de vétérinaire. Il a été à Maison-Alfort. Il a exercé en Afrique, en Martinique, et puis il est retourné. Il est originaire de Saint-Claude. Il est né à la commune de Saint-Claude. Et quand il est retourné en Guadeloupe, il a été élu maire de Guadeloupe. Il a fait 2 mandats. Il a été maire de Saint-Claude, pardon. Et il a été également conseiller général. Et il n'a jamais adhéré au Parti communiste, mais il a quand même été proche du Parti communiste. Alors, qu'est-ce qu'il a de si remarquable? C'est que, moi, je dirais que c'est un peu un visionnaire, parce que sur notamment 3 sujets qui sont l'éducation, la culture et l'économie. Au niveau de l'éducation, il a créé des écoles. D'ailleurs, il y a une école et un collège qui portent son nom en reconnaissance. Mais il a pensé, et avec raison, que l'éducation était un moyen de progresser dans la société. Et il a également, c'était pas seulement dans le parcours classique, c'était également, il a beaucoup insisté sur l'apprentissage comme formation de l'homme. En matière d'économie, alors là, moi, je découvre de façon ce côté novateur. À son époque déjà, lui, il dit qu'il faut combattre la dépendance aux importations en matière alimentaire, qu'il faut favoriser les cultures vivrières. Il est vraiment un fervent partisan de la défense de la production locale, et pas seulement pour l'agriculture, mais également pour l'industrie, parce qu'il dit que l'industrie doit se développer à partir des potentialités de la Guadeloupe. Et puis enfin, c'est un homme qui est fin connaisseur d'art, qui en matière de culture prône la défense de la culture créole. Et d'ailleurs, il écrit en créole, et il y a une publication de ses écrits en créole. Donc moi, je trouve, il est mort en 1969, cela fait déjà quelque temps, mais je trouve qu'en faisant de cette année 1969 une année Rémi Nesouta, ça permet de se réapproprier à la fois un personnage, mais à la fois la vision qu'il a eue, parce qu'en fait, elle a toujours une certaine modernité. Absolument. Il y a aussi un centre culturel Rémi Nesouta. Tout à fait. Très bien. Madame
J'en apprends vraiment des choses sur ce Voulez-vous nous plateau, apprendre vraiment. des choses? C'est la vitesse de traitement du cerveau humain, une découverte surprenante. Moi, j'étais estébécoué de ce sujet, c'est pour ça que j'ai demandé. Quand je reçois tes sujets, Gérard, Oui. je suis comblée. Vraiment. C'est réciproque. Vas-y, en tous les cas, traite-le là. Oui, alors la recherche, pour la synthétiser, c'est une trouvaille, enfin une trouvaille, c'est une recherche. Donc, on ne peut rien affirmer dans la science. C'est une découverte, mais elle est comme tout fait scientifique contestable, hein, parce que la science, sa nature, c'est de s'auto-contester. C'est de dire que finalement, la pensée est extrêmement lente et que les perceptions sensorielles sont, elles, extrêmement rapides. Alors, la conclusion rapide qu'on peut en faire, c'est de dire que finalement, nous avons une sorte d'animalité beaucoup plus développée, beaucoup plus prononcée que des pensées et de l'intellect que nous le pensons. C'est vrai que quand on voit notre comportement au jour le jour, on voit notre caractère émotionnel, on voit enfin, finalement, on se dit, quand par exemple, concrètement, je veux acheter un sac à main, je sais que je veux l'acheter, mais ensuite, je me donne toutes sortes de raisons. Et là, la pensée est un petit peu plus lente, mais finalement, l'émotionnel a été plus rapide. En tout cas, du coup, j'ai fait quelques recherches sur les neurosciences et sur le fameux cerveau reptilien, le cerveau limbique et le cerveau, on va dire, le néocortex. Et aux belles découvertes, ça n'existe pas. En fait, les neurosciences sont en pleine révolution. Et il s'avère qu'aujourd'hui, les neuroscientifiques sont en train de contester beaucoup d'affirmations. En fait, il s'avère que le cerveau fait l'objet de beaucoup de croyances, beaucoup de mythes. Donc, vous vous rappelez très bien, c'est la base d'ailleurs de la PNL. On a d'abord ce cerveau reptilien qui est là pour nous permettre de survivre, hein, qui nous permet aussi de désirer, d'avoir envie de nous reproduire. Il y a qui nous permet aussi de fuir rapidement, c'est la théorie du scientifique MacLean dans les années 60-70. Ensuite, on a le cerveau dit limbique qui nous permet d'avoir des émotions pour aller vite, d'aimer ou de haïr. Enfin, cerveau dit émotionnel, c'est une sorte de deuxième strate. Donc le premier cerveau reptilien, il sort de notre, comment dirais-je, de notre domaine animal, de notre génétique animale, et puis le cerveau limbique de notre évolution et le cerveau, le néocortex, notre nature d'Homo sapiens sapiens, qui lui est beaucoup plus raisonné, rationnel, qui fait qu'on peut argumenter là sur ce plateau et rester dans un débat d'idées. Il s'avère que les neuroscientifiques contestent cette découverte et sont en train de dire non, en fait, il n'y a pas de trois cerveaux. Nous avons une sorte de cerveau ultra connecté. Toutes les parties se répondent. L'émotionnel, l'intellectuel sont extrêmement mélangés, donc il est difficile de distinguer. Donc je fais un petit peu un retour sur cette découverte qui va, en tout cas, je pense, être aussi contestée. Autre découverte qui a été contestée, c'est le fameux cerveau droit, cerveau gauche. Les neuroscientifiques aujourd'hui remettent en cause cela et disent mais non, mais attendez, vous faites plein de tests sur cette base, vous faites plein de théories sur cette base, vous allez conseiller des enfants sur cette base, mais en fait, cerveau droit, cerveau gauche, entre, je le répète, l'intellect, l'émotionnel, le sensoriel, on n'arrive pas à distinguer. Alors, il n'y a pas cette sorte de carte mère et ce processeur. Le cerveau est infiniment plus complexe que cela, donc on ne peut pas aller sur ce débat-là. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, les neurosciences sont en train de développer des recherches sur les philosophes de l'esprit, à savoir qu'on est en train de sortir de ce paradigme très matérialiste, où il y a aussi ces fameux 10%, on n'utilise que 10% de notre cerveau, de nos neurones. De nos neurones. Les neuroscientifiques disent, mais absolument pas, on utilise vraiment tout notre cerveau. Alors ça partirait d'une anecdote du professeur Einstein qui avait juste plaisanté et c'est devenu une sorte de réalité. Vous voyez que même quand on parle du cerveau, on mythifie. En fait, nous sommes finalement des créateurs d'histoire. Et donc la conclusion qui est faite, c'est par les neuroscientifiques, même si ce n'est pas une conclusion définitive, c'est de parler de the redness of red, c'est-à-dire le caractère rouge du rouge. En effet, l'anecdote de la Madeleine de Proust. Proust a mangé sa Madeleine avec un cerveau, un très beau cerveau, un très grand cerveau, mais à sa façon. En fait, il y a une sorte de subjectivité. On ne peut pas manger la Madeleine de Proust, la même Madeleine comme Proust.
C'est impossible, parce que quand il mangeait cette madeleine, il mangeait ses souvenirs, il goûtait sa grand-mère, il goûtait son enfance. Donc, the redness of red, c'est de dire, Daniel va voir la couleur rouge, Emmanuel va voir la couleur rouge, Gérard va voir, mais en fait, nous aurons une façon de voir le rouge, et pourtant, nous avons des cerveaux, alors, bien sûr pas identiques, mais ce n'est pas explicable par le cerveau. Et là, aujourd'hui, les neuroscientifiques disent qu'il faut faire appel, pour comprendre le cerveau, à des philosophes de l'esprit, c'est-à-dire de ceux qui peuvent faire une évaluation de la subjectivité. Voilà. Ce qui veut dire que de grandes théories comme l'analyse transactionnelle, je vais expliquer plus simplement. L'analyse transactionnelle, ça veut dire que lorsque vous parlez à un administratif, vous n'évoquez pas théoriquement, vous n'évoquez pas des problèmes subjectifs. Vous demandez, vous avez droit à une pension, donc vous évoquez des arguments techniques, nombre d'enfants, revenus, etc. Lorsque vous voulez séduire cette même personne qui était au comptoir, au guichet du service administratif, vous utilisez d'autres arguments, c'est un autre niveau. Et puis il y a un autre niveau plus bas, donc je ne vais pas développer là-dessus parce qu'on est à la télévision. Mais c'est fini tout ça, d'après ce que tu dis, c'est fini. Il n'y a plus maintenant ces séquences relationnelles, l'intellectuel, le rationnel, le cœur. Et dernière chose que je voulais dire, pourquoi nous évoquons un sujet? Qu'est-ce que ça vient faire dans une émission à contre-temps? Mais ça vient expliquer aux gens qui réagissent tout de suite à une information, qui sont des sensitifs et des sensibles, de leur dire que leur cerveau est plus lent que leur réaction physique, corporelle ou émotionnelle. Donc il faut savoir qu'avant que de sauter sur les réseaux sociaux et puis s'exclamer ou s'indigner, il faut se dire réfléchissons. Est-ce que c'est bon de divulguer une information? Est-ce que c'est bon de dire ça sur le voisin? Est-ce que c'est bon d'agir ainsi? Voilà pourquoi on a choisi ce sujet qui paraît si loin de nos préoccupations habituelles, mais ramené à notre réalité. OK. Bon. Et si je peux me permettre, Gérard, tu peux te permettre. cette réactivité, cette surréactivité, aujourd'hui, ce n'est pas une fatalité. Elle ne pourra être contrée que par une certaine forme d'éducation, et c'est l'éducation à l'esprit critique. Absolument. Alors, un autre sujet que je vais confier à Emmanuel. Emmanuel, il est publiciste de formation, il fait de la publicité, et à plusieurs reprises, je l'ai entrepris sur ce terrain et on a abordé la question de la publicité vertueuse. Est-ce qu'une publicité est faite pour qu'un marchand vende tout son stock de morue, même si elle est avariée, ou est-ce que la publicité doit servir à montrer les bénéfices pour la collectivité, pour l'individu, des produits qui sont objets de merchandising? Alors, je vais citer un grand penseur américain qui s'appelle Spiderman et qui disait « De grands pouvoirs imposent de grandes responsabilités voilà. ». C'est ça la publicité. On rentre chez les gens, on rentre dans l'intimité des familles, on se glisse dans leurs émissions de radio, dans leur télévision, sur leur écran d'ordinateur. Et donc, cette intimité qui nous projette chez les gens nous oblige, à être respectueux, à être honnête, parce que tu ne rentres pas chez les gens dans l'intention de les voler, etc. Donc il y a toute une série de responsabilités qui incombent à ceux qui pratiquent ce métier de publicitaire. Et c'est pourquoi d'ailleurs ce métier s'est doté d'organismes qui sécurisent leur approche. Il y a notamment un grand syndicat qui s'appelle l'AACC, c'est l'Association des agences conseillers en communication, qui est extrêmement vigilant sur les manières de pratiquer le métier. Et si on ne respecte pas des règles, on est exclu de la profession. Donc, il faut le savoir. Et puis, un autre organisme, qui est un organisme qui s'appelle l'ARPP, qui est l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Et l'ARPP, c'est une invention française, puisque c'est une autorégulation qui s'est mise en place par la volonté des agences. Et donc, elles édictent leurs propres règles de contrainte pour, en gros, conduire à une respectabilité et à une conscience dans la pratique des métiers pour, en fait, éviter qu'on ne légifère contre les dérives de la publicité. Donc, elle anticipe les grands débats de société et elle canalise les choses. C'est pourquoi, aujourd'hui, les agences de publicité, alors, il y a bien évidemment des agences qui sont conformes à ces pratiques, et puis il y a des margoulins, c'est comme dans tous les métiers, c'est ça la vérité. Mais ceux qui fonctionnent dans les règles de l'art fonctionnent dans un champ de contraintes
aussi bien éthique, c'est-à-dire on s'interdit quand on communique de mentir, le mensonge est proscrit. Quand on fait une affirmation publicitaire pour vendre un produit, valoriser un produit, on s'appuie sur une vérité et on ne survend pas cette vérité. On veille, quand on donne un argument pour convaincre un consommateur sur un produit, de ne pas activer des ressorts dangereux, par exemple la boulimie. Vous verrez que les bonnes campagnes de publicité ne montrent jamais des enfants avec des tonnes d'aliments devant eux, par exemple. Quand on fait la publicité pour un véhicule, même si c'est un 4x4, un véhicule 4x4 par exemple, on ne le met pas dans une nature vierge, parce que ce sont des messages qui heurtent la nature. Ce sont des contraintes que l'on se fixe et qui montrent qu'on avance avec, je dirais, une approche respectable dans la conception des messages. Et puis, il y a aussi le volet environnemental pur, où là, c'est un vaste champ où on sent bien que la publicité, elle a un rôle à jouer pour pouvoir faire évoluer les mentalités par ses prises de parole, par ses relations avec les annonceurs, par ses relations avec les médias, pour essayer de driver la société dans les bonnes directions. Alors, je vais prendre le cas de mon agent, je ne vais pas citer son nom pour ne pas faire de publicité, mais moi, je dirige une agence qui opère sur les Antilles-Guyane. On a une 50aine de collaborateurs sur la Martinique et on a entrepris un programme qui s'appelle Métamorphose, qui est un programme interne qui a été mis en place il y a à peu près 2 ans maintenant, enfin qui est vraiment actif depuis 1 an. Et on a commencé par faire le bilan carbone de notre activité. C'est-à-dire pendant 1 an, on a screené toutes nos dépenses en épluchant nos bilans, nos comptes de résultats, nos dépenses, nos factures, une à une, pour déterminer ce que notre métier générait en consommation de CO2. Parce que même la publicité fabrique du CO2. C'est ça. Et donc, on s'est fait aider par des cabinets spécialisés, et maintenant, on a une visibilité très précise de notre impact carbone à travers notre métier. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a plusieurs champs qui sont la zone 1, la zone 2, la zone 3, selon ce qu'on observe. Mais aujourd'hui, nos collaborateurs sont tout à fait conscients de leur impact environnemental. On sait que notre agence consomme 1000 tonnes de CO2 par an. Donc, quand vous venez dans notre agence, si vous êtes amené à le faire, vous verrez qu'on a placardé sur les murs ce chiffre pour qu'on soit conscient de cet impact, qui est quand même pas négligeable. Et on a entrepris un plan pour réduire de 5% notre impact carbone chaque année, pour arriver à l'échéance 2030, zéro carbone, qui est un projet extrêmement ambitieux, mais qui nous oblige, alors d'une part, à revoir nos méthodes. Donc on a plein de décisions qui sont prises sur et puis on se rend compte que quand on raisonne bilan carbone, on consomme par la façon dont on pratique le métier, mais également on consomme du carbone à travers nos clients qui, eux, ont des activités carbonées. Et donc, ça nous place devant un défi qui est de peser dans l'influence économique pour, alors, sans donner des leçons, mais essayer d'influer les pratiques, de suggérer, de nous exprimer sur les bonnes voies à donner, etc. Et à peser sur les activités business de notre environnement. Ça, c'est très intéressant. Ouais. Et donc, ça vous montre que la publicité, sous plein d'aspects, aussi bien sur les contenus qu'elle produit que la manière dont elle applique son métier, est complètement intégrée dans le sens des responsabilités. Et ça, c'est le cas de beaucoup de professions en réalité. En fait, qu'elle peut être vertueuse si elle le veut bien. Merci beaucoup. Alors, autre sujet que va nous traiter avec délectation notre ami Eddy, c'est que M. Letchimy appelle à une révolution économique et démocratique pour les régions ultra-périphériques qualifiées de RUP. C'est l'acronyme de ce que je viens de dire. Tout à fait. Alors, Serge Letchimy, contrairement à beaucoup d'hommes politiques martiniquais, on peut quand même lui reconnaître d'avoir une vision de ce qu'il souhaite pour les Martiniquais. Alors, la révolution, entre guillemets, économique qu'il souhaite, c'est bien évidemment une révolution politique.
ce n'est pas une révolution économique. La place de la Martinique dans le monde, la place de la Martinique dans la Caraïbe, la place de la Martinique face à l'Europe, tout ça, ça doit bouger. Mais en fait, il y a un socle commun, c'est l'autonomie. Bon. La problématique majeure, c'est que Serge Letchimy a du mal à intégrer, je le connais, je le vois régulièrement, il a du mal à intégrer les réalités économiques en lien avec la politique. Et cette discussion, on l'a très souvent, et ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. En clair, les choix qui doivent être faits pour que la Martinique puisse vivre, se développer, donner à manger à ses habitants, ne sont pas des décisions d'ordre du marché. Il faut comprendre que ce que Letchimy propose ne fonctionne pas dans la plupart des pays qui sont ce qu'on appelle des petites économies insulaires. Il faut un certain nombre d'habitants, il faut un certain nombre de surfaces, il faut un certain nombre de ressources pour pouvoir garantir ce qu'on pourrait appeler une autonomie. OK ? Alors, je ne dis pas que ce n'est pas possible. Par contre, cette autonomie doit correspondre sur le plan économique à une décision politique. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que les petits territoires ne peuvent pas se développer en espérant adopter les règles du marché. Or, c'est là le paradoxe. C'est-à-dire qu'on a un politique qui a une vision, qui a vraiment envie que son pays se développe, et qui dit donnez-nous les moyens de développer une économie de marché qui soit non monopolistique. Donc, il fustige de manière systématique les oligopoles et les monopoles, qui soit débarrassé des grands groupes voraces, etc. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Ça va fonctionner à partir du moment où on aura compris que les tout petits territoires doivent avoir un statut économique particulier. Et Letchimy a raison quand il reprend des idées que nous avons déjà abordées ici, parmi elles la fameuse zone franche sociale. Ça, c'est une décision politique. Ce n'est pas une décision économique, c'est une décision politique qui nous donne ce qu'on pourrait appeler un avantage déloyal. C'est ça l'idée, c'est allons avoir un avantage déloyal tout simplement parce qu'on n'est pas en capacité de concourir. Vous vous rappelez, enfin, je ne sais pas si j'avais dit ça ici, on est un cheval, on veut participer à une course, mais on a 3 pattes. Donc il nous faut une 4e patte. Ta métaphore a été reprise déjà. Ah, c'est vrai? Ah oui, on a pris, elle est à nous quand même. Merci, mais je vous l'offre. Par ta camarade de droite. Bon, ah ben c'est génial. En te citant, bien sûr. Bien évidemment. Bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, un sujet très étrange, comme on te disait notre partenaire à la dernière émission, que c'était... Que tu me donnes très souvent, des sujets bizarres. Bon, est-ce que tu penses qu'il est bizarre celui-là? En tous les cas, c'est le cœur possède son propre cerveau. Allez, vas-y. Il n'est pas bizarre, mais c'est vrai que tu me donnes des sujets particuliers, Gérard. Tu dois bien l'admettre. Donc, je vais être un petit peu prisonnière de mes notes, puisque cette découverte, c'est une découverte scientifique. Le cœur a son propre cerveau, chers amis. Donc, tout d'abord, de façon neurologique, il est prouvé qu'il y a une transmission d'influx nerveux via le système nerveux. Ça, on l'avait à peu près compris. Également, le cœur émet de façon biochimique des échanges d'informations par les hormones et les neurotransmetteurs. De façon biophysique, il y a une communication par des ondes de pression. Et puis, de façon énergétique, il y a une véritable interaction via les champs électromagnétiques. Et finalement, c'est un peu une reprise de la PNL qui explique qu'il y a des milliers et des milliers de fois plus de puissance dans les champs magnétiques du cœur que dans les champs magnétiques du mental, c'est-à-dire du cerveau. Alors, en lisant cette découverte, je me suis dit, finalement, dans son aphorisme philosophique, Blaise Pascal, dans ses pensées, aurait-il raison? Le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. Et puis, même dans cette iconographie religieuse que nous avons, notamment dans la religion catholique, le fait de tenir des cœurs,
le cœur, d'avoir cette sorte de promontoire du cœur. Est-ce que finalement, ce cœur ne serait pas un cerveau, le Sacré-Cœur, les cœurs unis de Marie et de Jésus? Est-ce que finalement, cette sagesse populaire dont on peut sourire, on se dit oui, il nous montre son cœur ou elle nous montre son cœur, parler du cœur aussi, cette finalement reprise en permanence du cœur pour pouvoir symboliser les émotions dans la tradition philosophique, populaire, plus généralement, est-ce que ce ne serait pas vrai? En fait, il s'avère, chers amis, que le cœur a un véritable cerveau. Il a été décrit, ce cerveau, comme un système neuronal sophistiqué qui joue un rôle essentiel dans la régulation cardiaque et la communication avec le cerveau crânien. Et ça vient corroborer toutes les découvertes récentes sur la respiration cardiaque, cette respiration qui permet de s'autoréguler, de méditer, de se retrouver avec soi-même, de pouvoir prendre de la distance avec les événements, ne pas être prisonnier de ses mentalités, de ses raisonnements, mais de pouvoir, d'une certaine façon très spontanée, agir et interagir avec le monde. Je crois que tu m'as soumis ce sujet, cher Gérard, pour me dire que finalement, est-ce qu'il ne serait pas mieux d'être intelligent avec le cœur? Cette jeune fille est embêtante parce qu'elle me prend, sans que j'ai préparé ça, elle me prend ma conclusion et elle justifie pourquoi j'ai mis un tel sujet qui paraît scientifique, qui en réalité correspond à des réalités pour faire une répétition. Merci, madame. À votre service. C'est pas agréable à évoquer même ce thème, c'est que les contenus haineux et négatifs sont rentables pour les médias sociaux publicitaires. Moi, ça me donne le frisson. Alors, essayez de me rassurer un petit peu en quelque part. Je ne vais pas te rassurer et je vais malheureusement embrayer sur ce qu'a dit récemment Frédéric, parce qu'il faut bien comprendre comment ça fonctionne, les réseaux sociaux. Ouais. Les réseaux sociaux, c'est quoi? Ce sont des algorithmes qui, aujourd'hui, stimulent de la réaction. Ouais. Il faut comprendre que le principe économique d'un réseau social, c'est d'agir sur ce qu'on appelle le champ de l'économie de l'attention. Ouais. Le but, c'est de prendre de l'attention chez les gens. C'est comme ça, c'est ça le modèle économique. Et cette attention est monnayée. Et donc, le mécanisme qui est mis en œuvre par les algorithmes, c'est de stimuler la part émotionnelle de chacun de nous. Et la part émotionnelle, elle est où? Quelle est la plus efficace? C'est l'émotion haineuse. Et c'est vrai que le mécanisme, en fait, c'est pour ça que les réseaux sociaux polarisent les avis. C'est pour ça que dans les réseaux sociaux, quand vous êtes dans cet espace, vous devez faire face à des opinions qui s'opposent, qui s'affrontent. Vous avez les pour, vous avez les contre. La zone de nuance n'existe pas dans les réseaux sociaux, ou très mal. Et l'idée, c'est que quand vous êtes exposé à un message, et l'algorithme vous fournit le message pour stimuler en vous la réaction la plus immédiate, parce que c'est votre clic ou c'est votre commentaire qui donne de la valeur au processus. Puisque vous savez qu'on est dans un milieu qui cherche à gagner de la data, de la donnée, et plus vous interagissez avec sur quoi vous êtes exposé, plus ça rentabilise l'entreprise du réseau social. Donc voilà le mécanisme. Donc on est mécaniquement dans un processus qui tire sa richesse d'une réaction qui est par principe haineuse. On dit que les réactions haineuses sont 7 fois plus efficaces que les réactions non haineuses ou les réactions d'empathie. Donc il y a un rapport de force qui est complètement inégal. Et c'est bien pour ça que des réseaux sociaux cherchent à modérer quand même, pour pouvoir rééquilibrer un travers humain. Mais vous avez noté qu'aujourd'hui, le grand principe, en tout cas par les États-Unis et par la Chine, c'est plutôt de supprimer les modérations. Parce que y a le lobby de ces mécanismes. Plus de vérification. Plus de contrôle, plus de vérification. C'est la liberté d'expression absolue. Enfin, c'est ça le prétexte à ouvrir les vannes. Parce que c'est beaucoup plus rentable pour ces machines d'aller taper dans vos réactions négatives. Et donc voilà, donc ça c'est à terme, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'humain n'a pas une capacité de réagir? Ça va pas nous amener à la guerre mondiale. On va pas dans la rue se tirer des coups de revolver. Ça pose un vrai problème de réflexion sur l'avenir, parce que derrière les réseaux sociaux, il y a les algorithmes, et les algorithmes, c'est l'intelligence artificielle. Et ce principe de l'IA
aujourd'hui, repose aussi sur cette polarité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des réflexions assez poussées d'ailleurs, qui commencent à rentrer dans le débat, qui consistent à dire comment, on va dire, donner des consignes ultimes aux algorithmes pour qu'elles se dirigent dans un sens qui n'est pas le sens de la destruction. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si on l'a déjà cité ici, mais si vous dites à l'algorithme, ton objectif, c'est de fabriquer des trombones, eh bien, l'algorithme va fabriquer des trombones. Il va mobiliser l'usine pour faire que des trombones. Ensuite, quand l'usine aura fait tous les trombones possibles, ben, l'algorithme va aller chercher l'usine d'à côté, l'usine qui fabrique des voitures, pour la transformer en usine de trombones, et etc. Et puis, petit à petit, l'algorithme va grignoter tout le marché, tout son pays, toute la planète, etc. Enfin, c'est un raisonnement par l'absurde, mais qui démontre que la consigne ultime étant de dire « fabrique pas des trombones », eh bien, elle trouvera les voies et moyens, elle va contourner la loi, elle va prendre toutes les options pour remplir son objectif, qui est sa consigne ultime. Et c'est là que il y a des penseurs qui commencent à dire, mais peut-être qu'il faut donner des consignes ultimes basées sur la morale, basées sur des intentions d'empathie et basées sur des intentions philosophiques pour que, par-dessus les consignes techniques, il y ait quand même un fond qui préserve l'humanité. Ça, c'est un vrai débat qui est ouvert. Il y a des philosophes qui réfléchissent à ça, mais pour l'instant, le monde n'est pas du tout prêt à ça. Nos organisations professionnelles des réseaux sociaux n'ont pas encore complètement ingéré ces contraintes-là, mais ça pose un problème existentiel. Comment donner la consigne ultime aux algorithmes pour qu'elles nous dirigent vers quelque chose qui préserve notre humanité, ça c'est un premier point, et deux, comment organiser, on va dire, l'évolution des humains, la formation des hommes, pour qu'elles puissent devenir un rempart naturel au risque des réseaux sociaux, donc devenir éveillés, vigilants, et que par soi-même, combattre la sollicitation auquel nous confrontent ces outils, pour qu'on puisse créer une zone de résistance. On évoquait lors d'un sujet précédent l'intelligence du cœur. Moi, je crois que c'est ça la solution, en vérité, c'est d'aller chercher une forme d'intelligence qui n'est pas celle du cerveau, puisque les algorithmes sont construits autour des logiques intellectuelles du cerveau, enfin alors qu'il y a des formes d'intelligence émotionnelle qui ne sont pas encore prises en compte par les algorithmes, et ça, c'est peut-être là la voie de résistance, le rempart à mettre en place. Certains pays, par exemple, commencent à comprendre que l'empathie est un axe de réflexion fondamental pour préserver l'humanité. Les pays d'Europe du Nord, comme la Scandinavie, aujourd'hui ont des programmes de formation, d'éducation autour de l'empathie, c'est-à-dire apprendre aux jeunes enfants de se mettre à la place de l'autre, apprendre l'intelligence relationnelle, parce qu'il faut se muscler sur cette voie-là, parce que c'est peut-être le champ sur lequel l'algorithme n'est pas encore performant. J'entendais effectivement sur un groupe WhatsApp un intervenant qui disait qui est sur le territoire hexagonal, qui disait qu'il a banni tous ces contacts WhatsApp qui, dès le réveil le matin, lui donnaient des informations négatives, et que finalement, désolé, que si les amis ont passé à la trappe de l'excuser, mais qu'il ne pouvait plus parce qu'en fin de journée, il avait mal à l'âme. Oui. Tu vois la formule. L'algorithme vous enferme dans une bulle, dans la bulle de vos propres convictions. Oui. Et le drame des algorithmes des réseaux sociaux, c'est que quand vous mettez le doigt sur un point de vue, vous n'avez pas le contrepoint de vue parce qu'on vous enferme dans vos certitudes et vous devenez accro à vos certitudes et vous devenez haineux face à celui qui ose exprimer un point de vue divergent parce que vous êtes pris. Est-ce que vous avez bien compris ce qu'Emmanuel a dit? Autrement dit, vous êtes des marionnettes, vous êtes au carnaval d'une machine, d'une intelligence artificielle qui vous dit détester, donner à celui-là la responsabilité de tous les problèmes, de la vie chère ou autre chose. C'est lui, c'est celui-là, c'est cette communauté, c'est cette personne. C'est là que se trouvera la solution. C'est en prodiguant le maximum de haine, de colère et de ressentiment contre elle. On ne peut pas vivre comme ça.
Merci, monsieur de Guénard. Merci. Ben, nous avons déjà parlé beaucoup du droit du sol. C'est une question qui, nous, juristes, nous, puis aussi, nous humains, quoi, humanistes, nous ébranle, nous interpelle. On va revenir avec monsieur Trump qui tape sur la table et qui dit tout le monde et puis il explique mieux. Oui, alors peut-être que vous vous souvenez qu'au moment de la campagne électorale, Donald Trump a dit « Si je suis élu, je serai dictateur, mais un seul jour ». Et ce jour-là, c'est le jour où il a été investi, parce qu'il dit qu'il allait signer une série de décrets. 40 décrets. Et parmi les décrets, il y en a un qui remet en cause le droit du sol. Alors, pour bien comprendre ce qui se joue, il faut rappeler, d'une part, l'attachement des Américains à leur Constitution. Et dans la Constitution des États-Unis, il y a un amendement, le 14e, qui dit que toute personne qui est née aux États-Unis a la citoyenneté américaine. Et cette position, parce que quelquefois, ce qu'on appelle la jurisprudence, c'est-à-dire les décisions que prend notamment la Cour suprême, peut remettre en cause des positions qui avaient été ou qui n'avaient pas été suffisamment claires dans les amendements. Or, la jurisprudence est constante sur la reconnaissance de ce droit. Donc, Donald Trump prend ce décret. Il le prend le 20 janvier. Le 23 janvier, il y a un tribunal fédéral qui suspend ce décret en disant qu'il considère qu'il est anticonstitutionnel. Et il y a 22 autres États qui emboîtent le pas en disant « Nous adopterons la même position que l'État de Seattle ». Et il y a 2 villes qui disent la même chose. Qu'est-ce que ça nous démontre? Ça nous démontre qu'en fait, même si la majorité de Trump, il a la majorité au Sénat et à la Chambre des représentants, il y a encore des pouvoirs, il n'a pas tous les pouvoirs. Et notamment, le côté fédéral des États-Unis, c'est une garantie parce que les États peuvent faire jouer leurs positions différentes. Et également, les institutions judiciaires peuvent également avoir à se prononcer. Alors, Donald Trump a annoncé qu'il allait faire saisir la Cour d'appel. Alors, est-ce que cette position qu'il a peut être modifiée? Oui, comme dans tout État, je dirais, de droit, même s'il y a une Constitution, on prévoit une majorité lorsqu'on veut modifier la Constitution. Dans le cas des États-Unis, il faut 2/3 à la fois du Sénat et de la Chambre des représentants pour pouvoir adopter, modifier la Constitution. Donc, ce n'est pas du tout gagné. Pas demain la veille. Mais il faut comprendre que la position de Donald Trump, ça correspond à ses convictions profondes de dire ça et de dire « je vais expulser des millions d'immigrés ». Mais en prenant ce décret, il sait très bien, et son entourage le lui a fait comprendre, que ça ne va pas passer, pour être un peu familière. Mais lui, vis-à-vis de son opinion publique, et c'est ça qui l'intéresse, il va dire « moi je fais, et puis c'est eux, les autres, comme il dit d'habitude, voilà cette bande d'eux qui m'a empêché de… » Donc il va, sur le plan de sa popularité, pouvoir se prévaloir qu'il a tenu parole, il a, dès le premier jour, pris cette position, et que si elle n'est pas mise en œuvre, ça n'est pas de son fait. Donc il aura, pour lui, gagné sur le plan de la politique. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis surtout que dans les modalités de l'application de sa restriction totale, c'est très difficile parce que c'est très difficile parce que c'est né d'un parent, né sur le territoire, donc il y aura des exigences. C'est très complexe. Et entre la théorie et puis l'application, on connaît ça, nos juristes, il y a une distance. Surtout qu'il faut savoir qu'il y a à l'heure actuelle 4,4 millions d'enfants qui sont nés aux États-Unis de parents qui ne sont pas de nationalité américaine. Très bien. C'est pas demain la veille. OK. Alors, on a l'impression, quand on regarde cette jeunesse, quand on regarde même les adultes, on a l'impression que ce sont des humains qui sont en jachère. Ça veut dire qu'ils sont inachevés, qu'ils sont inoccupés intellectuellement. Je ne veux pas faire de discrimination ou de lancer de mépris à l'égard de quiconque, mais ils ne sont qu'émotions, que réactions, que sentiments et qu'explosions.
Alors, bon, l'éducation de la famille, il ne faut plus tellement compter sur eux. À l'école, est-ce que c'est l'école, est-ce que c'est l'instruction qui doit vous apprendre à régler vos émotions? Parle-nous de ça, donne-nous... Moi, j'aime bien toujours introduire, quand on parle d'éducation, même si c'est un peu arbitraire, aux différents types d'éducation. On va dire qu'on en dénombre à peu près 4. L'éducation dite intellectuelle, c'est celle que l'éducation académique, c'est celle que nous dispense l'éducation nationale. L'éducation physique, que nous dispense aussi l'éducation nationale, mais qu'on peut avoir comme l'éducation intellectuelle à l'extérieur, dans nos familles, dans nos réseaux, quand on fait notre sport à l'extérieur, quand on apprend, quand on lit, comme Daniel a pu lire dans toute sa vie. Et on voit vraiment le résultat, l'incarnation de l'éducation intellectuelle chez Daniel. Il y a l'éducation dite relationnelle. Ça, c'est plutôt la sphère privée, la façon dont nos parents nous éduquent, la façon dont nos familles nous suivent, nous entourent, nos amis. Donc l'éducation relationnelle, c'est très concrètement ma façon d'aborder Emmanuel, de m'adapter à sa façon de parler, de pouvoir lui transmettre des idées, mais savoir un petit peu comment je peux l'aborder. C'est l'éducation relationnelle. C'est aussi, je donne un autre exemple, quand quelqu'un est en colère, l'éducation relationnelle m'apprend à ne pas aller tout de suite au front, mais à laisser cette personne se calmer. Voilà. Et puis, il y a l'éducation dite financière, et cette éducation-là, elle est assez peu dispensée en France, et pourtant, elle est très importante. Et aujourd'hui, l'éducation nationale, on en avait parlé, y songe, tout comme elle songe à l'éducation sexuelle. Pour en venir à l'éducation relationnelle, parce que là, du coup, nous parlons d'éducation relationnelle, c'est cette capacité, je l'ai dit, à faire famille, à faire communauté, à savoir comment agir avec l'autre, comment l'autre est moi-même aussi. Hein, l'autre est mon alter et l'autre est moi-même. Et cette éducation relationnelle, elle est tout à fait dispensée à l'école, dans mes interactions depuis la crèche d'ailleurs, depuis que j'ai une confrontation à l'autre. Donc, quand j'évolue à l'école, quand j'évolue par exemple dans une école mixte ou dans une école privée où il n'y a pas de garçons, et il n'y a que des garçons ou que des filles, l'éducation relationnelle n'est pas la même. J'aurai une façon d'interagir avec le sexe opposé qui va être différente. Je serai familiarisée à la mixité comme je pourrais ne pas l'être. L'éducation relationnelle aussi, c'est l'histoire, c'est être confronté à ma culture, à mon histoire. L'éducation relationnelle, c'est aussi la biologie, savoir au niveau de la sexualité comment les choses se déroulent, etc. Alors, ta question est peut-être de savoir si nous avons une éducation relationnelle satisfaisante en Martinique et peut-être plus globalement en France. Il me semble qu'aujourd'hui, l'éducation relationnelle, tu l'avais souligné dans ton sujet, est très fortement, puisque c'est le rapport à l'autre, impliquée par le professeur qui nous enseigne, le ou la professeur. Et il ressort de l'analyse qui est indiquée que des professeurs de sexe féminin à propension LGBTQ+, auront un discours beaucoup plus féministes, on va dire intéressés, militants, intéressés au relationnel, à l'importance des rapports humains, tandis que des hommes de sexe masculin et sans affinités particulières, je vais qualifier ça comme ça, auront un rapport plus dogmatique, plus académique à leur enseignement. Je voudrais partager une expérience très personnelle. C'est une expérience que j'ai vécue au lycée Schellcher. Je n'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie. Et pour tout vous dire, je crois qu'en termes d'éducation relationnelle, je tournais mal. Et j'ai rencontré une professeure d'histoire-géographie qui a eu dans son éducation, dans sa formation, une propension très nette à enseigner à propos de l'histoire martiniquaise, de l'histoire des Outre-mer. Elle nous a parlé de la Nouvelle-Calédonie, tout en étant fidèle à son programme d'éducation nationale. Je vais la nommer, si vous me le permettez. Elle s'appelle Joëlle Cessina. Et dans son éducation, dans sa façon de nous faire appréhender le monde, dans sa carte du monde, elle nous citait beaucoup d'auteurs caribéens. Elle nous enracinait dans notre territoire, tout en faisant France, tout en suivant le programme d'éducation nationale. Et je revenais le soir et j'étais extrêmement perturbée jusqu'à ce que ma mère me dise « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Et je lui ai expliqué que ce professeur m'ouvrait
des horizons, m'ouvrait à des relations à l'autre, aux outre-mer, à la culture, finalement à une histoire et à une géographie toute proche qui me fascinait. Et elle m'a dit, tu as tout simplement rencontré un mentor. Donc voilà. Mais ce que j'ai aimé dans ce sujet que tu m'as donné, c'est cette capacité. Bon, tous les professeurs font bien leur travail, c'est pas ce que je dis. Mais il y a dans l'éducation relationnelle et dans certains professeurs, d'ailleurs certains vous disent je détestais les mathématiques et puis j'ai rencontré un professeur et j'ai adoré. Je suis sûre que Emmanuel, Daniel ou Gérard ont eu des mentors autour de cette table. Et ce que je veux souligner, c'est que l'éducation relationnelle n'a jamais été aussi fluide, aussi évidente, aussi vivace, aussi clairvoyante que quand j'ai rencontré un professeur qui m'a permis de faire cette relation déjà avec elle, avec sa personnalité. C'est une femme forte, qui est toujours d'ailleurs une amie, mais aussi d'être dans mon histoire, dans mon éducation, dans mon bassin, dans ma destination. Ça veut dire que l'éducation relationnelle passe aussi par un niveau culturel qui s'adapte au contexte, alors non seulement, voilà, j'appréciais le brio de son niveau culturel, mais surtout, elle me le colorait par ma culture, par finalement ma proximité, ma culture. Elle parlait à des personnes en moi que je ne connaissais pas et qui finalement, qu'aujourd'hui je découvre et qui font ce que je suis, mais qui font la personnalité relationnelle. Et ça, c'est de la pure intelligence relationnelle. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Moi, j'ai suivi, je me suis accroché. J'ai pas été clair. Et j'ai compris, c'est très clair. Merci beaucoup. Alors, Christian, tu vas nous parler d'un musicien que l'on connaît bien, Tony Chasseur. Un potomita. Un potomita. Moi, je pense que c'est un homme qui a un très, très grand mérite. Je l'ai connu un petit peu dès lors qu'il a commencé. Vous savez, au Club 78, avec Yves-Marie Serraline, il y avait Philippe Joseph, tout ça. J'ai connu Tony tout jeune, j'avais déjà noté son intérêt pour la musique, mais il faut reconnaître qu'il a une carrière qui est extrêmement sympathique et je veux dire à laquelle je veux rendre hommage. Alors, je vais vous proposer effectivement au début, avec une chanson qui s'appelle Danser Soleil, avec Franck Donatien et ses amis. Ça a été apparemment l'un de ses premiers enregistrements. Nous marchons vers la musique. Comme avant l'amour, on ferait durer le plaisir. Mourir de plaisir. Avec toi je joue ce soir, rien qu'en dansant. Danser soleil, danser l'amour doudou. C'est jamais pareil, c'est jamais pareil. Alors, je veux remercier le Viking de Guyane, puisque ce n'est pas la première fois qu'on a ces réalisations. En tout cas, il nous permet de partager, en tout cas. Et puis, alors évidemment, ça n'a pas raté. On a dit qu'il avait un petit côté Michael Jackson. Et c'est vrai, tu connais ça, Eddie. À l'époque. À un moment donné, on disait que Tony, c'était Michael Jackson. Tout le monde souhaitait le faire. Ressembler à Michael, parce que Michael, c'était l'idole. Absolument. Alors, Tony est parti, comme beaucoup d'artistes, et puis il a rencontré en France, il a rencontré Mario Canonge, il a rencontré Michel Alibaud, Jean-Paul Pognon, et puis ils ont fait un truc extraordinaire qui s'appelait Sakio. Sakio, c'est une musique nouvelle, avec des sons novateurs. Je vous invite à partager Bisous sucrés, et j'ai aussi sélectionné un solo de basse, j'espère que c'est bien lui qu'on aura, de Michel Alibaud, qui est adorable.
Secret, c'est un titre vraiment extraordinaire qu'ils ont tous composé ensemble. C'était une équipe qui était pleine d'énergie. Et puis Tony continue. Et puis il crée une chanson, d'ailleurs, qui a été récompensée aussi du temps à la SACEM, qui s'appelle Don Dorogan. C'est une chanson aussi qui a propulsé Tony de façon extraordinaire. D'ailleurs, on va voir l'accueil du public, je crois que c'est au théâtre municipal, en tout cas dans une petite salle de Fort-de-France. Alors, Tony est partout. Tony est dans beaucoup d'initiatives. Vous savez que, par exemple, Malavoie à Paris, le Grand Orchestre Malavoie, c'était Tony Chasseur. Hommage à Edith Lefel, c'est Tony Chasseur. Il a fait énormément de choses. Et puis, là, on va le découvrir aussi parce que Tony, c'est la musique de danse aussi. Là, on va le découvrir avec la Perfecta, enfin, pas avec la Perfecta, dans un swing Perfecta, parce que Tony aussi a chanté avec la Perfecta. Et là, c'est avec Quaxicolor. Vous allez écouter. One more time. Les cœurs, tout le monde. You'll find a place in my heart, 'cause you are the love of my life. In my mind there's no other love. Every day and every night, nothing's gonna change my love for you. Forever you'll find a place in my heart. Just you and I in the morning sun. Just you and I, you're my only love. Tony, c'est aussi le jazz caribéen qu'il appelle jazz créole. Il a été invité plusieurs fois au début de nos festivals. Et là aussi, il a monté un big band qui est extraordinaire. Extraordinaire, il faut le reconnaître, avec Thierry Vaton, qui est le grand chef musical. Et ce big band régulièrement vient en Martinique. Alors, il se débrouille comme il peut, Tony, mais il y arrive, quoi. Donc, je pense qu'il faut lui rendre hommage. Je pense qu'il faut effectivement que la Martinique salue le travail merveilleux de ce compositeur, cet artiste, cet entrepreneur. C'est un entrepreneur. Parce que là, il faut engager des fonds. Et Tony, il a toujours fait le nécessaire, il faut le trouver, c'est ça. Donc, je vous invite effectivement à partager un son du Big Band Martinique Jazz de Tony Chasseur. C'est pas jazz, un crier créole jazz, pas ça c'est bon jazz, même si ou pas en face. Tout est pourtant tu vas pas comprendre, musique t'as la scène, tu fais sans One more time. Once again. Messieurs et dames, mesdames et messieurs, musique au pays. Voilà, écoutez, j'espère que vous partagez ce sentiment de solidarité et d'amour que nous avons pour cet artiste extraordinaire, Absolument. Tony Chasseur. Absolument. C'est de la très bonne musique. Pas quand tu es en sens, mais quand tu reconnais avec raison, avec justesse ses qualités, et puis que tu fais le panorama de la vie de ces musiciens, tu as leur réaction, ils apprécient. Pas beaucoup, mais j'en ai quelques-unes qui me font beaucoup plaisir. C'est celle de Mano Césaire, par exemple, qui m'a téléphoné, celle de Chico Gelman, qui la semaine dernière m'a téléphoné, ça m'a fait beaucoup plaisir. Mais inévitablement, il y a quelques ingrats qui ne sont jamais... Écoutez, nous avons passé un bon petit moment grâce à cette finale musicale. Vous connaissez le pays. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.